Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'introduire aujourd'hui la professeure Claudine Boston-Jocro, qui est sociologue au département des sciences euh, des sciences, Faculté des sciences de la société. Des sciences de la société, donc département de sociologie des facultés des sciences de la société à l'Université de Genève. Et donc, elle va nous parler d'une thématique qui est très importante, qui est celle des trajectoires de vie, parcours de vie, trajectoires de santé, avec une illustration qui est le cas d'une situation de migrants sans papier dans le canton de Genève. Et personnellement, j'étais très intéressée à cette épidémiologie tout au long de ma vie, y compris pour tracer des trajectoires particulières pour des populations en situation de vulnérabilité. On a l'occasion de se croiser régulièrement dans différents domaines, dans cette académique en Suisse, et je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et puis, je me réjouis de t'entendre et d'interagir avec toi. Merci beaucoup. Merci Muriel pour l'introduction et l'invitation. Merci aux personnes dans la salle et à distance. Je suis contente de retrouver des visages connus dans cette salle. Et donc, je vais vous parler de recherches que je mène au département de sociologie et notamment en lien avec le centre LIVES, qui est un grand centre conjoint entre Genève et Lausanne sur la perspective du parcours de vie, dans lequel on a particulièrement travaillé la question de la santé, des trajectoires de santé. Donc, ma présentation, elle va d'abord porter sur la perspective du parcours de vie en sciences sociales. Je vais donc avoir un fort accent aujourd'hui sur la contribution des théories des perspectives de sciences sociales, pour ensuite parler de son croisement avec l'épidémiologie du parcours de vie plus récemment. Perspective du parcours de vie précède son insertion dans l'épidémiologie. Je vous parlerai ensuite de quelques exemples de recherches menées par des doctorants et postdocs à l'échelle suisse et européenne, mais je viendrai plus spécifiquement illustrer la perspective avec une étude en cours, l'étude Parchemin dans le canton de Genève, qui est une étude longitudinale qui évalue les trajectoires de migrants qui ont longtemps été sans papier dans le canton de Genève, et on s'intéresse à voir comment la possibilité d'être régularisé influence leur parcours de vie et leur situation de santé. Est-ce que là, je suis bien ou ça va? Ok. Donc, la perspective du parcours de vie, elle émerge dans les sciences sociales et elle est considérée comme une nouvelle approche du développement humain dans les années 1960, un moment un peu charnière dans les sociétés riches, pour les appeler comme ça, où on s'intéresse effectivement au vieillissement de la population et à des transformations sociales importantes. Donc, il y a une influence à la fois en psychologie des études qui s'intéressent au développement psychologique et cognitif sur l'ensemble du parcours de vie, pas seulement chez les enfants, mais aussi chez les personnes âgées. Dans quelle mesure est-ce qu'on reste compétent sur le plan cognitif tard dans la vie? Et puis en sociologie, le life course qui émerge pour s'intéresser effectivement aux changements sociaux. La société évolue, on est dans une période économique très prospère, mais il y a aussi des changements dans les mouvements sociaux, dans les revendications de différents groupes. On s'intéresse aux inégalités sociales entre catégories. Donc, ces deux perspectives se croisent et font émerger la perspective du parcours de vie qui s'intéresse au croisement entre les vies individuelles et l'histoire. S'intéresse à des individus situés dans un contexte historique spécifique. Les collègues ici à Lausanne, notamment Marlène Sapin, Dario Spini, avec Eric Widmer de Genève, ont beaucoup travaillé avant qu'on arrive au centre LIVES. Ici, je mentionne leur petit ouvrage de synthèse sur la perspective du parcours de vie du point de vue des sciences sociales. S'intéresser à la biographie individuelle et à l'histoire implique qu'on s'intéresse à l'âge. Évidemment, les individus ont un âge. Et l'âge, c'est une valeur chronologique que l'on compte à partir de notre date de naissance. On a tous un âge. Et dans nos sociétés, c'est évident qu'on a un âge. Dans certaines sociétés, les gens n'ont pas formellement d'âge, puisque même leur date de naissance n'a pas été enregistrée. Elle n'a pas la même valeur que ce qu'elle a dans nos sociétés. Nos sociétés sont très organisées autour de l'âge. On acquiert des droits autour de notre âge chronologique. Mais cet âge ne se superpose pas complètement au vieillissement biologique. Certaines catégories de la population, les médecins le disent, vieillissent plus vite. Mon collègue Yves Jackson, qui travaille avec moi sur les migrants sans papier,
me dit que les gens qui vivent dans la rue, les gens qui sont très vulnérables, ont un vieillissement physique plus rapide que la population suisse. Hier, j'avais une étudiante en sciences sociales qui soutenait son mémoire de master dans lequel elle a interrogé des femmes souffrant d'endométriose, et ces femmes considèrent aussi être plus vieilles que leur âge réel. Elles disent on souffre tellement, on a tellement de difficultés avec cette condition qu'on se sent plus vieille. Donc il y a un décalage. L'âge cognitif, c'est l'âge effectivement aussi sur le plan cognitif psychologique qui n'est pas forcément en phase avec l'âge chronologique. Et puis l'âge social. Les sociétés définissent des bornes, définissent alors des bornes formelles, l'âge légal pour obtenir certains droits, mais il y a aussi des calendriers sociaux. À quel âge est-ce qu'on a des enfants? Ça change d'une société à l'autre. À quel âge est-ce qu'on devient grand-parent? Tout ça est défini localement et varie au cours du temps. Donc, on s'intéresse effectivement pas seulement aux individus et à leur âge, mais aussi aux périodes, la période dans laquelle les gens vivent. Et on a ces termes importants de cohorte, illustrés ici à droite. Les lignes sont des cohortes d'individus nés à différents moments et qui vont traverser les différentes étapes de leur parcours de vie, du bleu clair, l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte et puis la vie âgée, à différentes périodes historiques. Et c'est cette idée de cohorte. Donc, c'est important de comparer aussi des gens de 20 ans, par exemple, qui sont nés à des moments différents. Parce que leur âge est le même, mais ils ont vécu, ils sont nés, ils ont grandi dans des sociétés différentes qui vont influencer leur trajectoire, mais qui vont aussi avoir un effet sur leur état de santé. Et puis, on a la notion de génération qui renvoie aussi à l'idée de sentiment d'appartenance à une génération, d'appartenance collective qui associe des groupes de personnes et qui les distingue d'autres dans la société. La perspective du parcours de vie s'appuie sur 5 principes qui sont importants et que je reprendrai à la fin de ma présentation. La première idée importante, c'est que les individus se développent tout au long de leur vie. Donc, on doit avoir cette profondeur de la biographie individuelle pour comprendre là où ils en sont à 50 ou à 70 ans. Leur état de santé, mais leurs conditions de vie sont influencées par ce qui s'est passé sur l'ensemble de leur parcours de vie. Les vies individuelles sont inscrites dans un contexte et dans une période. Dans un contexte, c'est particulièrement important quand on parle de migration. Être né au Pérou dans les années 70 et puis vivre 10 ans à Genève sans papier, ça implique une transition entre un contexte social, biologique, économique et un autre contexte. Donc, on s'intéresse à ces parcours des individus dans des contextes spécifiques. On considère dans la perspective du parcours de vie que les individus ne sont pas isolés, ils vivent avec d'autres. Ils ont des liens familiaux notamment, ils ont un partenaire, ils ont des enfants, ils ont des parents, ils ont des proches et leur condition de vie, leur santé est aussi à prendre en considération par rapport à ces inscriptions sociales. La temporalité des événements renvoie à quand arrivent certaines choses, quand arrivent certains événements. Des ruptures dans le parcours de vie, des transitions, certaines sont attendues, on parle de transitions normatives, certaines ne sont pas attendues, des transitions non normatives. Et être veuve à 20 ans, ça n'est pas la même chose qu'être veuve à 50 ans, par exemple. 20 ans, je pousse un peu peut-être. Et puis, autre facteur important, l'intentionnalité. On considère que les individus ne sont pas strictement déterminés par le contexte, mais que les individus ont une agentivité. Ils prennent des décisions. Ils ont une capacité d'autonomie à, par exemple, choisir de migrer. Décider que les conditions de vie dans leur pays d'origine sont tellement difficiles qu'ils préfèrent prendre le risque d'aller s'installer dans un pays et de vivre même dans la clandestinité. Donc, ça nous amène à prendre en compte les transformations au cours du temps, les variations entre contextes culturels et sociaux, car ceux-là vont façonner les opportunités et les contraintes des vies individuelles. On ne va pas vivre de la même manière en fonction de la période et du contexte dans lequel on vit. Le lien avec l'épidémiologie s'est fait dans les années 1990, donc après une vingtaine d'années de développement plus spécifiquement en sciences sociales. Je vous ai mis ici la définition du premier ouvrage dans le classique sur l'épidémiologie du parcours de vie. Et puis, pourquoi est-ce que cette approche émerge dans les années 1990? D'abord, il y a le constat que l'épidémiologie des facteurs de risque, de manière transversale, on essaye d'associer des maladies à certains facteurs de risque. On arrive à comprendre certaines choses, mais certainement pas la complexité des causes des maladies et de pourquoi certaines personnes tombent malades. Donc, on cherche à aller plus loin que la mise en relation
transversale d'un élément, d'un déterminant de la santé et un état de santé. Les années 90, c'est aussi la période où on commence de nouveau à s'intéresser aux déterminants sociaux de la santé. Après leur éclipse quand même assez longue durant le XXe siècle, on réalise que ben non, c'est pas parce qu'on a des systèmes de santé modernes et performants que l'état de santé est égal au sein de la société. Il y a des différences et les déterminants sociaux de la santé deviennent importants sur l'agenda des pays développés ou des pays à haut niveau de revenus et de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis, ce qui va aussi changer la donne, c'est l'accès à des données longitudinales. Et ça a donné aussi le fait qu'il y ait des données a induit quelque part l'épidémiologie du parcours de vie. Selon certains, c'est parce que les données étaient disponibles que les nouvelles approches se sont développées. On a évidemment les données de la Framingham Heart Study. On a les cohortes de naissance en Angleterre établies en 1946 déjà. Hein, ça commence à faire des suivis sur des très longues périodes. Voilà, donc dans les contextes anglo-saxons. Plus récemment, l'enquête sur la santé, le vieillissement et le passage à la retraite en Europe, l'enquête SHARE, qui produit aussi des données longitudinales sur la population dans la deuxième partie du parcours de vie et qui offre des possibilités de comparaison à l'échelle européenne. Et puis ici, j'ai mentionné aussi le panel suisse des ménages qui, depuis 1999, récolte des données longitudinales auprès d'un échantillon de ménages en Suisse. S'intéresser au parcours de vie en épidémiologie, ça veut dire qu'on considère que la santé est quelque chose de dynamique. Donc, on doit s'éloigner de la définition de l'OMS qui nous dit que la santé est un état de complet bien-être, etc. Si on s'intéresse à des trajectoires de santé, comme on l'a fait ici dans cet ouvrage, on regarde comment les gens évoluent dans leur état de santé, comment c'est quelque chose qui se transforme tout au long de leur parcours de vie. Il y a eu tous ces débats autour d'une nouvelle définition de l'état de santé, et Hubert, en 2011, avait proposé cette solution qui n'est toujours pas jugée forcément satisfaisante, mais la santé en tant que capacité à s'adapter et s'autogérer, qui montre bien cette composante dynamique et qui s'ajuste aussi au fait que la population vieillit et qu'on vieillit avec des problèmes de santé, mais qu'on s'adapte et qu'on gère cela. L'épidémiologie du parcours de vie s'intéresse aux interactions entre des facteurs biologiques et des facteurs sociaux. Et l'origine, les premiers modèles théoriques, c'est celui de la programmation biologique de Barker. C'est les années 90 ou même 80, ça prédate peut-être même l'épidémiologie du parcours de vie. Et c'est un chercheur qui avait montré que les conditions de vie des mères influençaient le poids des enfants à la naissance et que ce poids à la naissance impactait le parcours de santé des personnes. C'est la première perspective, hein, c'est le poids de vie à la naissance considéré dans la durée. Ensuite, on s'est intéressé à comment des facteurs socio-économiques durant l'enfance influencent les chances d'être en bonne santé, de rester en bonne santé. On s'est aussi intéressé progressivement, je vais vous montrer quelques exemples rapidement, aux facteurs institutionnels, comment les sociétés arrivent à développer des institutions qui protègent ou pas l'état de santé, qui permet aux gens de vieillir en bonne santé ou pas. Et puis, on parle aussi des facteurs génétiques, évidemment, comme des éléments qui interviennent, mais des facteurs génétiques en relation avec l'environnement et les facteurs sociaux, avec l'épigénétique. Donc, on voit bien la complexité, hein, pour essayer de prendre tout ça en compte. Il y a 3 grands modèles d'explication, puis j'en rajoute un 4e, pour dire pourquoi est-ce que on doit s'intéresser au parcours de vie. Le premier considère que dans le parcours de vie, il y a des périodes critiques. L'entrée dans l'âge adulte, par exemple, est une période critique. On le voit bien aujourd'hui, hein, c'est pas facile de devenir un adulte autonome indépendant de ses parents. Et si à ce moment-là, les personnes rencontrent des événements dans leur vie qui vont être problématiques, ça va influencer potentiellement leur état de santé. La difficulté à entrer sur le marché du travail, par exemple, ça peut être un facteur qui va à terme avoir un effet sur l'état de santé. Le modèle des cheminements considère que c'est plus que les individus se font placer sur des chemins qui vont leur donner des... Et tous ces modèles sont quelque part liés entre eux, hein, parce que le cheminement, c'est dire, vous venez d'une famille privilégiée, vous allez dans les meilleures écoles, donc vous améliorez vos chances de trouver un emploi, vous améliorez votre revenu, etc. L'accumulation des avantages et des désavantages, c'est cette idée qu'au cours de la vie, les individus tendraient à
c'est la reproduction sociale, hein, dans les termes de Pierre Bourdieu. Si on est né dans un milieu défavorisé, on va accumuler les désavantages. On aura moins d'opportunités. Si on est né dans un milieu favorisé, on aura plus de chances. Parce que les parents ont un réseau social, parce qu'on ira dans les meilleures écoles, on aura des relations aussi sociales qui vont favoriser notre insertion, qui vont favoriser la capacité de se mettre en couple, etc. et tout. C'est vraiment le cercle vicieux ou le cercle vertueux selon la situation. Selon l'accumulation des avantages, ça veut dire que en vieillissant, on devrait voir de plus en plus d'écart dans les trajectoires de santé. Et ceux qui avaient beaucoup d'avantages bénéficient tout au long de leur parcours de vie, on devrait voir les trajectoires diverger de plus en plus. Et en fait, c'est pas forcément le cas. Et c'est là qu'intervient une autre explication qui est l'âge comme niveleur, si on peut le traduire, je vais pas essayer de le traduire, c'est de dire qu'en fait, à un certain moment du parcours de vie, les plus démunis sont morts, pour le dire abruptement. Donc, on peut plus les comparer en termes de trajectoire. Les plus désavantagés ne sont plus là, et donc, ça réduit la capacité d'écart entre les plus favorisés et les moins défavorisés. Voilà, parcours de vie. Donc ici, le lien, Didier Fassin, récemment, dans son ouvrage « La vie, mode d'emploi », parlait de l'interaction entre la biologie et la biographie, souvent schématisé sous ces formes-là de développement tout au long de la vie. Et effectivement, est-ce que à partir de la naissance, ici, sur le point ici, certains vont avoir un développement optimal et au début de l'âge adulte, et puis d'autres vont avoir la courbe supérieure. D'autres, en raison effectivement de facteurs rencontrés à ce moment-là, vont avoir leur capacité le fonctionnement qui va décliner plus tôt. Et puis ici, si on prend l'idée des défavorisés, certaines personnes n'atteindront jamais un fonctionnement optimal puisqu'elles n'ont pas rencontré des conditions de vie suffisantes et vont donc tout le temps se trouver en dessous de ce maximum. Penser les trajectoires de santé, ça implique de les penser dans l'histoire collective et donc de penser les temporalités de la santé au niveau personnel, en temps biographique. Mais les temporalités de la santé, c'est aussi en temps des générations. Si vous pensez à la génération de vos parents et de vos grands-parents, vous allez typiquement voir que ils sont pas dans le même état de santé au même âge. Imaginez. Pour moi, il y a un écart de 10 ans entre mes parents et mes grands-parents en termes d'état de santé à ce moment-là, leur parcours de vie. C'est les générations qui ont vécu à des moments différents et qui arrivent dans la grande vieillesse, en l'occurrence, dans des états de santé différents. Et puis le temps historique est important aussi. Il y aura des générations Covid désormais. Et il y a eu des générations pré-Covid. Donc il y a des changements. Le changement historique, il est social, mais il est aussi même dans les maladies qu'on rencontre dans une société et dans les opportunités qu'on rencontre dans une société. Le système de santé performant qu'on a aujourd'hui, mes grands-parents en ont par exemple beaucoup moins bénéficié. Donc le temps historique, c'est aussi prendre tout ça en compte, c'est les changements sociaux, mais les changements aussi dans le paysage biologique et les réponses qu'on apporte à ce paysage biologique. Puis pour ajouter encore un tout petit peu de complexité, je mentionne ici, mais je trouve ça intéressant, une étude qualitative, enfin c'est une revue systématique des études qualitatives auprès de personnes qui souffrent d'une maladie et on s'intéresse à comment les personnes pensent la temporalité de leur maladie. Et ces chercheurs en sciences sociales montrent qu'en fait, les personnes qui sont malades ont différentes manières de penser la temporalité de leur maladie. Certains vont avoir une vision linéaire, c'est-à-dire qu'on s'attend, il y a un début puis il y a une utilité. Mais certains ont une vision circulaire de leur état de santé. Certains ont une vision phasique, il y a des phases. D'autres ont une vision de temps, de rupture dans leur parcours de santé. Et ça nous renvoie à comment les personnes elles-mêmes définissent leur état de santé et l'évolution, par exemple, de leur maladie. On capture mieux dans des enquêtes qualitatives que dans des enquêtes quantitatives. J'ai mentionné ici le fait qu'à l'échelle internationale, la perspective du parcours de vie a fait sa place progressivement. La déclaration de Minsk en 2015, l'OMS Europe intègre à cette déclaration qui effectivement
considère qu'il est indispensable d'adopter une perspective portant sur toute la durée de la vie. Ça fait partie aussi des objectifs du développement durable, hein, cette idée qu'on doit s'intéresser à la santé et au bien-être à tous les âges de la vie. Et puis en Suisse, vous le savez, il y a eu aussi cette initiative de mettre l'accent sur les enfants et les adolescents en bonne santé, avec l'école notamment suisse de santé publique, avec l'idée qui prend de plus en plus de place, je dirais. La promotion de la santé doivent être des actions précoces. Cette idée que si la santé est définie au début de la vie, on doit intervenir au début de la vie et pas une fois que les personnes sont âgées, c'est déjà trop tard. Donc on doit avoir des interventions précoces, on doit s'intéresser aux transitions de la vie et puis on doit y penser dans l'ensemble de la société, pas seulement dans les politiques de santé, mais aussi dans les politiques d'éducation, dans les politiques familiales. On sait que ces politiques-là vont influencer les trajectoires de santé des personnes à moyen et à long terme. Alors, je viens à des aspects un peu plus empiriques maintenant, parce qu'il faut quand même arriver à utiliser des données et voir si ces théories trouvent un écho au niveau concret. Et donc, j'ai des doctorants et post-doctorants qui ont travaillé sur ces questions-là. Stéphane Culati avait réalisé sa thèse d'abord en travaillant sur des données suisses, principalement les données du panel suisse des ménages. Et puis voilà, quand il est devenu post-doctorant dans le cadre du Centre Lives, il a développé ce projet sur les influences du parcours de vie sur les personnes âgées, en mobilisant cette fois les données européennes de chair. Et ce que ces différents travaux, ici je résume rapidement, hein, mais les chercheurs dans ce projet-là se sont intéressés effectivement aux conditions de vie au début durant l'enfance. Dans les enquêtes, on a des données typiquement sur si vous avez déjà répondu à des enquêtes, typiquement, vous savez, on vous a demandé combien de livres il y avait chez vous. Est-ce que vous avez déjà vu cette question? C'est une question qui évalue le capital social, culturel des parents. Voilà, donc ces enquêtes, Share, disposent d'indicateurs sur les conditions de vie durant l'enfance. Et l'idée, et ces conditions, c'est donc ce que faisait le père comme travail, la qualité de l'habitat du logement, la densité du logement et le nombre de lits. Et on met en relation ces indicateurs-là avec les niveaux de santé et les trajectoires de santé à partir de 55 ans. Et on voit que oui, il y a un effet. Il y a un effet si on a vécu dans des conditions plus défavorables dans son enfance, les gens n'arrivent pas avec le même niveau de santé à l'âge de 55 ans. Ils seront en moins bonne santé que ceux qui ont grandi dans des ménages plus favorisés. Et on le voit à l'échelle européenne. Toutes données rassemblées, on voit qu'il y a effectivement cet écart qui se marque jusqu'au moment où on entre dans cette dernière phase, c'est 55 ans, hein, à partir de là qu'on recrute dans Share, et on voit qu'il y a une différence. Après, en termes de trajectoire de santé, il n'y a pas forcément d'effet marqué, et c'est là qu'il y a ce débat entre est-ce qu'on accumule encore les avantages ou les désavantages, où finalement les plus fragiles, les plus malades ne sont déjà plus là. Et du coup, on n'arrive pas, on ne voit pas des écarts majeurs. Il y a déjà une sélection sociale et biologique des personnes les plus fragiles dans la société, quelque part. Hein, puisque quand on les observe à 55 ans, par définition, on n'a pas intégré tous ceux qui sont déjà décédés. Et dans les enquêtes, on peut imaginer aussi que les plus malades, les plus fragiles ne sont pas inclus. Un recrutement qui a pour la porte. Et puis plus récemment, un doctorant, Stéphane Zieber, ici, qui a soutenu sa thèse l'automne dernier, lui a rajouté dans cette perspective d'analyse des données chères les contextes, les structures institutionnelles, en disant est-ce que ces effets sont les mêmes si on a grandi et vécu dans un pays scandinave ou si on a grandi et vécu en Italie. Et les données chères permettent de faire ça. Alors, il a utilisé dans certains de ses articles les régimes de sécurité sociale, qui est une typologie souvent utilisée en sciences sociales, où on distingue typiquement les pays scandinaves, les pays plus libéraux, qualifiés de libéraux, donc qui ont moins de sécurité sociale, les régimes de sécurité sociale du Sud.
La typologie est critiquée et donc dans ce dernier article de sa thèse, Stéphane a pris comme indicateur les dépenses de protection sociale dans un pays et il utilise ça pour montrer les trajectoires de santé auto-évaluées, ici chez les hommes et chez les femmes, et pour voir si les pays qui sont plus généreux en termes de dépenses ont un effet sur les trajectoires de santé que les pays qui sont moins généreux. Et on voit ici que les plus généreux, les trajectoires de santé entre les plus favorisés et les moins favorisés sont parallèles. Dans les pays ici à gauche qui dépensent moins, qui sont donc moins engagés dans la protection de leur population, on voit ici l'écart se réduit. Hein, donc il y a la protection des plus défavorisés ne permet pas d'assurer un développement parallèle des trajectoires. Tout ça devient relativement complexe, hein, effectivement, et on pourra en discuter tout à l'heure encore si vous le souhaitez, mais on est voilà, dans ce type de données, d'analyse grâce aux données qui existent. J'en viens maintenant à notre projet sur les migrants économiques sans papier, en précisant donc on s'intéresse bien à des personnes qui migrent pour des raisons économiques. On ne s'intéresse pas aux réfugiés, aux requérants d'asile. On s'intéresse à cette population relativement importante hein, à l'échelle internationale de personnes de labor migration ici, qui représentent les 2/3 à peu près de la migration à l'échelle globale. Et en bas, on a ce chiffre très important des transferts d'argent entre ceux qui ont migré dans un autre pays et qui renvoient de l'argent au pays et qui montrent bien l'ancrage économique majeur de la migration. Donc, on a toujours cette image des réfugiés politiques hein, qui fuient des contextes de guerre et de crise sociale, mais il y a aussi beaucoup de motivation économique. Et dans ces mouvements-là, les femmes sont notamment en mouvement en raison des besoins en termes d'activité domestique. Dans les pays riches comme la Suisse, où on vieillit de plus en plus et où les femmes sont de plus en plus souvent actives, on manque de travail domestique. Donc, les femmes qui viennent d'Amérique latine, typiquement, et c'est le cas de notre population, viennent combler les manques liés aux changements sociaux dans les pays riches, dont notamment la Suisse. Donc, ça nous amène à cette problématique des migrants sans papier en Suisse, où il existe un certain nombre de travaux. Ici, des estimations en 2015 qu'il serait environ 70 000 en Suisse, mais évidemment, une population par définition inexistante. Hein, puisqu'elle est repérée nulle part. C'est comme ça qu'elle arrive à rester, parce qu'elle arrive à rester invisible. Donc, on est dans vraiment des estimations. Dans ce cadre-là, le canton de Genève, qui s'est démarqué du reste de la Suisse, a décidé de mettre en place une opération de régularisation en 2017 et 2018, avec cette volonté de donner un permis de séjour et de travail pour 1 an à des personnes qui vivaient à Genève depuis pas mal de temps, selon des critères stricts. Donc, cette opération n'a pas changé la base légale, mais elle a rendu possible la régularisation de toute une série de personnes. Vous voyez ici 2390 dossiers, donc qui parfois regroupaient plusieurs personnes, ont obtenu un permis de séjour dans le cadre de cette opération. Afin de travailler contre le travail au noir, et typiquement c'était une campagne d'affichage à Genève à ce moment-là pour que ces nounous des Philippines et péruviennes sortent de ce statut de la clandestinité, aient la possibilité d'être reconnues et d'être inscrites quelque part dans le système de protection sociale en Suisse. J'avance parce que... Donc, avec Yves Jackson, qui travaille beaucoup, qui est médecin responsable de la CANSCO, donc l'unité des HUG destinée à l'axe, qui donne un accès au système de santé pour les personnes qui n'ont pas d'assurance maladie ou qui sont hors du radar habituel. Donc, Yves Jackson travaille avec cette population-là. Il m'a approché et on a décidé d'initier une étude longitudinale en 2017, au moment où le programme de régularisation se mettait en place, pour suivre les personnes régularisées et voir si le fait d'obtenir un permis allait améliorer leurs conditions de vie, mais aussi allait avoir un impact sur leur état de santé. On a donc intégré les déterminants structurels de la santé. Au-delà de leurs conditions de vie, on voulait vraiment comparer ceux qui obtenaient un permis de séjour avec ceux qui restaient sans papier.
Et puis, on a intégré la perspective du parcours de vie pour prendre en compte effectivement les parcours et la vie dans la clandestinité de ces personnes. Et puis aussi, il y a toute cette problématique des familles transnationales, puisque beaucoup de ces femmes laissent leurs enfants au pays et viennent ici travailler et s'occuper des tâches domestiques ici, dans les pays riches, et font grandir leurs enfants à travers l'argent qu'elles renvoient régulièrement. Donc, on a recruté notre population, on avait ce dessin de recherche longitudinal, donc on les a suivis depuis 2017, sous un format quantitatif avec des questionnaires remplis en face à face. On en a recruté 464 au début de l'étude, et puis on a terminé au début d'année avec 262 de ce groupe de 464. On a une doctorante qui travaille sur le volet qualitatif de l'étude, on a donc aussi un sous-échantillon rencontrés dans des entretiens semi-structurés pour mieux comprendre leurs expériences et leur vécu et leur trajectoire. Et puis dans tout ça, on a donc des personnes en train d'être régularisées, puis on a un groupe de contrôle, parce qu'il faut bien avoir quand même la possibilité d'évaluer qu'est-ce qu'on peut attribuer à la régularisation. Donc on a aussi un groupe de contrôle de personnes qui n'étaient pas éligibles à la régularisation. On s'est intéressé à tous ces différents domaines. On a publié les résultats de la première vague, vous les trouvez accessibles en ligne sur le site du département de sociologie. Ici, la publication. Ce que j'aimerais faire, c'est vous présenter les caractéristiques à la première vague, et puis après, les premiers résultats du suivi longitudinal, qu'est-ce qu'on constate en termes d'évolution au cours du temps. On a recruté aussi les personnes qu'on a pu recruter, on est évidemment bien incapable de dire si on a un échantillon représentatif. Parle pas. 70% sont des femmes. Les femmes viennent d'Amérique latine et des Philippines. Parmi les hommes, on en a plus qui viennent d'Afrique et d'Europe de l'Est. Les femmes ont en moyenne migré plus tard que les hommes parce qu'elles ont migré après avoir eu leurs enfants. Et souvent en situation, pas toujours, mais en situation de conflit ou de divorce ou de disparition du père des enfants. Et pour elles, la seule stratégie d'arriver à élever leurs enfants consistait finalement à aller gagner leur vie ailleurs. Et c'est comme ça qu'elles laissent leurs enfants derrière, auprès de leur mère, souvent. De manière générale, les hommes et les femmes vivent plus souvent seuls, sont moins souvent en couple et sans leurs enfants que la population suisse. Et donc, on a cette problématique des familles transnationales. Ici, c'est le nombre d'enfants qui sont associés aux participants à l'étude. Et vous voyez, un tiers vit en Suisse, 2 tiers à l'étranger. S'ils sont mineurs, ils sont plus souvent en Suisse. S'ils sont majeurs, ils sont plus souvent à l'étranger. Et puis, c'est une migration très hétérogène. Hein. Certains viennent très tôt et d'autres plus tard, mais c'est un groupe de population en moyenne de 44 ans. Ce ne sont pas des migrants jeunes. Et c'est parce qu'ils ont dû rester aussi longtemps pour être éligibles. Et pas précisé, pour être éligible à la régularisation, il fallait prouver qu'on avait travaillé au moins 10 ans à Genève. Avec le paradoxe que, comme on était sans papier, on n'a aucune trace, et que tout d'un coup, on doit produire des papiers pour justifier du fait qu'on était bien là depuis 10 ans. C'est une migration vraiment économique. Quand on leur a posé la question pourquoi ils avaient décidé de venir, les 3/4 nous disent, les hommes et les femmes nous disent pour des raisons économiques. Les femmes ont plus souvent, pardon, on voit pas tous les, mais le deuxième intitulé, dit-elle, c'est pour assurer un meilleur avenir à mes enfants. Pour les femmes, c'était un facteur important. Et ce qu'on voit ici, c'est le lien, hein, la proportion d'entre eux qui envoient chaque mois ou régulièrement de l'argent au pays. Les femmes, 70% d'entre elles envoient de l'argent régulièrement au pays. Les hommes, un peu moins souvent. Ceux qu'on appelle les invisibles, ce sont les non régularisés et les régularisés, mais là, il n'y a pas de différence. Les 2 tiers, de manière générale, envoient de l'argent. Les femmes travaillent surtout dans le secteur de l'économie domestique et les hommes plutôt dans le secteur de la restauration et du bâtiment. Je vais aller vite, voilà. Les revenus équivalents. Donc, ce qu'on a fait aussi dans notre dessin de recherche, c'est qu'on a fait en sorte de pouvoir comparer cette population avec la population suisse sur un certain nombre d'indicateurs. Et ici, on voit les revenus. Donc, le revenu moyen de la population suisse, il est de 81 000. Le revenu moyen des sans-papiers qui ne sont pas en voie de régularisation est de 22 000 par année, 22 000 francs par année. Et ceux en voie de régularisation de 33 000. Donc, un écart gigantesque. Les femmes ont un revenu en moyenne plus bas que les hommes.
quel est leur état de santé? Et de nouveau, là, donc on arrive à comparer avec des données du panel suisse des ménages, en fait, où on voit qu'ils déclarent un moins bon état de santé, c'est la question de la santé auto-évaluée, et on voit les non régularisés, les sans-papiers qui déclarent le plus un mauvais état de santé par rapport, mais on a un gradient de santé entre les plus vulnérables et la population. En termes de santé mentale également, ils déclarent plus souvent des problèmes de santé mentale, de dépression, d'anxiété aussi. Et les troubles de santé mentale sont typiquement sous-diagnostiqués sur le plan médical. Donc là, c'est de l'auto-rapporté, mais ils sont peu nombreux à avoir été formellement diagnostiqués avec des problèmes de santé mentale. Est-ce que... Non, je vais sauter ça pour aller... Pardon. Pour avancer sur... Qualité de vie, on s'est intéressé à la qualité de vie comme un indicateur plus subjectif aussi. Et c'est surprenant de voir que les visibles ou les nouvellement régularisés se considèrent aussi satisfaits de leur vie que la population suisse. Alors que, souvenez-vous, leurs conditions de vie sont clairement difficiles. Et donc ça, c'est un facteur aussi intéressant, c'est de voir quel sens, ça revient à cette idée de l'agentivité, quel est le sens que les personnes donnent à leur effort et à leur trajectoire vers la Suisse. Donc venons-en à ces aspects plus parcours de vie et transformation au cours du temps. Donc en vague 4, 8 participants sur 10 à l'étude ont obtenu un permis de séjour. Depuis 2017, les hommes se sont stabilisés du point de vue du couple et de leurs enfants, alors que les femmes restent plus souvent seules, donc elles sont défavorisées. De nouveau, elles vivent seules et elles n'ont pas d'enfants avec elles. Les écarts de salaire restent stables entre les hommes et les femmes. On voit ici, donc, entre la vague 1 et la vague 4, et une partie des liens est en anglais, désolée, parce que je les ai présentés l'autre jour en anglais. On a donc la moyenne des hommes et des femmes. On voit bien que le revenu moyen des hommes est supérieur à celui des femmes. Et puis, les non documentés sont clairement dans des niveaux de revenus qui sont inférieurs, avec une baisse en vague 3 qui correspond au Covid. Ça, c'est par facteur. Trajectoire de santé, la santé auto-évaluée. On voit ici la proximité entre les hommes et les femmes, de manière générale. Vous savez que dans les enquêtes de population, les femmes déclarent toujours une plus mauvaise santé que les hommes. Dans cette population-là, en fait, l'écart globalement n'est pas significatif, mais on voit les hommes sans papier qui sont clairement se déclarent en plus mauvaise santé. Les femmes sans papier rejoignent finalement le reste de la population. Et puis la dépression plus élevée aussi parmi ceux qui restent sans papier, avec un écart entre les hommes et les femmes qui a tendance à s'accroître au fil du temps. Et puis la satisfaction avec la vie. Rappelez-vous, les femmes gagnent moins, elles vivent dans des conditions plus difficiles, elles sont plus isolées, mais elles sont plus satisfaites de leur vie que les hommes. Parce que finalement, elles ont réussi. Enfin, c'est une forme de réussite. Elles ont fourni des moyens à leur famille restée au pays. Et quand elles comparent leur situation en Suisse avec ce qu'elle aurait été leur situation, celle qu'elles imaginent qu'elle aurait été dans leur pays d'origine, c'est pas si mal. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir à la fois des mesures de conditions de vie objectives, mais aussi des évaluations plus subjectives. Donc voilà, je vais prendre le temps de discuter et voilà, de nouer tout ça ensemble. Et c'est pour ça qu'ici j'ai repris les 5 principes du parcours de vie dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour montrer combien ils sont importants pour comprendre finalement ces résultats. On voit bien que les migrants sans papier ont eu des parcours de vie très difficiles, et ceux qu'on a pu recruter sont des gens qui sont restés. On sait que beaucoup viennent mais repartent parce que c'est trop compliqué. Donc, il y a une sélection quelque part de ceux qui sont régularisables. Et c'est une population qui en même temps est sélectionnée parce qu'elle a besoin de travailler. Si on est sans papier et qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas rester en Suisse. C'est impossible. On repart. Donc pour eux, il faut travailler. On leur a posé la question, ils travaillent souvent en étant malades. Parce que c'est pas comme pour nous, si on est malade, on a un certificat médical et on reçoit notre revenu à notre salaire à la fin du mois. Cette population-là ne reçoit rien. C'est bien direct entre la capacité de travailler et être en bonne santé. Donc il faut comprendre leur situation au moment de l'enquête, de l'étude, comme étant le résultat de tout ce parcours et cette
vit dans la clandestinité dans la durée. On voit les bénéfices de la régularisation, donc de ce point de vue-là, c'est favorable, puisque leur satisfaction avec la vie s'améliore, leur état de santé avec auto-rapporté s'améliore. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer les analyses un peu plus élaborées à ce sujet-là, mais on voit qu'il y a ceux qui sont régularisés, qui ont en meilleure santé. En même temps, il y a des coûts à la régularisation. Il y a des coûts très financiers, on doit payer des impôts, on doit peut-être payer des arriérés d'assurance maladie ou d'assurance sociale. Et il y a des attentes déçues parce que quelque part, l'idée d'avoir un permis, c'est que je vais pouvoir être compétitif sur le marché du travail local. Mais quand on a 45 ans, on a travaillé 10 ans dans la clandestinité, c'est pas le fait d'avoir un permis de séjour qui va permettre à ce moment-là de trouver un emploi autre que dans le secteur de l'activité domestique. Donc, la régularisation arrive tard dans notre parcours de vie et c'est ce que les entretiens qualitatifs montrent, c'est qu'il y a une sorte de déception quand même par rapport aux attentes suscitées et la réalité. Donc, il y a cette temporalité des événements quand arrive la régularisation. La question des villiers, elle est cruciale pour comprendre la satisfaction de vie de cette population qui finalement a mis sa force de travail au service de sa famille. Ils ont fait ce choix très difficile de migrer, de travailler dans des conditions difficiles afin de faire vivre leur famille dans le pays d'origine. Et ce ne sont pas les trajectoires individuelles. Et puis, je terminerai sur les déterminants structurels, mais peut-être en termes d'intentionnalité, je l'ai mentionné, l'importance des conditions objectives en lien avec des aspirations très fortes qui les ont poussés à faire ce voyage et ces choix de vie et leur qualité de vie. Et pour inscrire ça dans un contexte et une période particulière, il y a évidemment des déterminants structurels importants qui ont affecté notre étude. Idéalement, nous on avait pensé, on les voit une première fois au moment où ils vont recevoir, ils ont déposé leur dossier, ils auront reçu leur permis quand on retourne les voir une année plus tard. En fait, l'administration a pris énormément de retard et certains ont attendu leur permis de séjour pendant 2 ans. Donc, en fait, en termes de dessin de recherche où on voulait comparer des gens avec permis et des gens sans permis, ça marche pas bien. Parce que tout ça se fait sur la durée de l'enquête. Et ça, c'est un facteur externe. Et puis, l'autre facteur, évidemment, auquel qu'on n'avait pas anticipé, c'est la pandémie de Covid, qui a massivement affecté cette population-là, qui a perdu quand tout le monde s'est confiné à la maison, la nounou des Philippines, on l'a laissée à la maison, sauf qu'elle n'avait plus de revenus et elle n'avait aucune ressource. Et vous vous souvenez certainement de ces images de Genève et des longues files devant les Bernais. Je pense que c'était le cas aussi dans d'autres cantons, mais qu'on l'a vu particulièrement à Genève. Alors, pour conclure un peu plus généralement entre les deux perspectives, c'est pour montrer donc la richesse de cette perspective du parcours de vie avec ce regard des sciences sociales qui vise à situer les trajectoires de santé dans le temps et dans l'espace. Où est-ce qu'on a vécu, où est-ce qu'on a passé certaines phases de notre vie va influencer les trajectoires de santé. C'est aussi la comparaison des pays européens entre eux que j'ai évoqué tout à l'heure. En même temps, c'est clair que ces projets-là représentent des enjeux importants en termes de récolte de données. On a bien transpiré pour récolter suivre nos participants et les retrouver et garder leur confiance aussi tout au long de la période. Mais l'analyse des données aussi pose des défis majeurs. Et du coup, comment arriver à relier ce qu'on a dans les données, ce qu'on arrive à montrer à travers des analyses statistiques et des pistes d'interprétation, des voies théoriques qui sont proposées par les modèles. Il y a des enjeux majeurs. Je dois dire que je suis assez impressionnée par les doctorants aujourd'hui qui arrivent à combiner à la fois les compétences statistiques et puis à ramener ça à des modèles interprétatifs. Et donc, voilà, je voulais terminer en évoquant tous les gens qui sont derrière tout ça. Donc, Yves Jackson, Stéphane, un autre Stéphane, Vladimir, qui vient d'être recruté chez vous, qui n'a pas travaillé sur le parcours de vie, mais sur les déterminants structurels, et le reste de l'équipe de Parchemin. Il y a des publications accessibles. Enfin voilà, l'information se trouve ici sur le site rattaché à l'Université de Genève. Je vous remercie de votre attention et je suis bien évidemment à disposition pour vos questions. Merci beaucoup. Alors,
Des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Vous observez des différences entre les qui n'ont pas été, mais j'imagine qu'il y avait aussi un biais à la base, parce que vous avez régularisé avec une qui ont été déjà différents de base. Comment vous avez Ben, c'est ce que j'ai passé tout droit comme slide, où effectivement le doctorant qui s'intéressait à l'état de santé au début de l'étude montre bien que c'est pas tant le statut légal qui compte, c'est plutôt les conditions, être mieux intégré, avoir un meilleur salaire, et tout ça est déjà, c'est des facteurs de sélection pour être régularisable. Donc on le fait effectivement en intégrant d'autres déterminants que strictement le statut légal. Mais c'est un enjeu effectivement important. Est-ce qu'on peut s'attendre au fait que ceux qui sont régularisables, en fait, sont en meilleure situation que ceux qui ne le sont pas? Oui, parce que ça faisait partie de ces critères très stricts. Hein, on ne devenait pas régularisable. Donc, il fallait montrer qu'on était là depuis 10 ans, qu'on était capable de subvenir à ces moyens, qu'on n'avait pas de dossier de casier judiciaire, qu'on avait un niveau de français suffisant. J'ai oublié le 5e. Mais voilà, mais qui sont déjà des facteurs qui montrent quand même des gens qui, dans cette vulnérabilité, cette précarité-là, ont quand même déjà fait un bout de chemin. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, c'est une bonne question. Je ne l'ai pas montré ici. On a une population qui est bien formée. Hein. J'ai oublié les chiffres, mais une part non négligeable d'entre eux a une formation universitaire dans le pays d'origine. Et évidemment, ils arrivent en Suisse sans permis de séjour, donc ils doivent prendre les emplois qui leur sont proposés. Et c'est ça aussi, ce décalage que j'évoquais à la fin, c'est que obtenir un permis de séjour, c'est l'idée que bah, peut-être je pourrais travailler dans ma profession. Sauf qu'on n'a pas d'expérience à faire valoir, qu'on a un diplôme du Pérou des années 1900, des années 2000, et comment arriver, c'est toute la problématique de la reconnaissance hein, des acquis et des formations qui est un enjeu majeur chez les migrants. Donc oui, c'est une question importante. Ici, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est un vrai enjeu, effectivement. Il y a un décalage majeur entre leurs ressources en termes éducatifs et l'emploi qu'ils vont trouver une fois qu'ils sont en Suisse. J'aurais une autre question. Est-ce qu'il y a une intention, à ta connaissance, des autorités genevoises de réitérer l'opération de régularisation? C'est pas clair. Ça s'est inscrit dans un contexte politique compliqué, hein, avec Pierre Maudet qui à ce moment-là. Pierre Maudet a été le moteur de ce programme de régularisation avec un travail. Mais le programme est né aussi d'un travail, il y a 15 ans derrière, de travail des associations et des syndicats dans le canton en phase avec les autorités pour se mettre d'accord sur le modèle. Donc, c'est pas sorti comme ça par hasard et un de nos étudiants l'a montré, tout ce processus de négociation patiente. Mais c'est Pierre Maudet, pourtant de droite, hein, et qui, alors en charge du département de l'économie, a mis en place l'opération Papyrus. Mais le programme qui était pilote s'est terminé, il n'était plus là. Et au sein du Conseil d'État genevois, ça n'a pas été repris. Pourtant, alors c'est là aussi qu'il y a des attentes importantes par rapport à notre projet, hein, pour montrer, c'est aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a évidemment la volonté de documenter tout ça pour informer les politiques publiques, montrer les effets que ça peut avoir. Le canton de Vaud s'intéresse, enfin, une partie du canton de Vaud s'intéresse à l'opération Papyrus. Certains cantons en Suisse disent que chez eux, il n'y a pas de migrants économiques sans papier. Donc, on est dans c'est vrai, mais c'est des réalités très à la Suisse, très locales. Et Genève est un laboratoire un peu particulier de ce point de vue-là. Ici Oui, alors, est-ce que j'ai gardé là? Non, oui. Et évidemment, on est dans des échantillons et dans des critères qui répondent pas aux normes des études statistiques. Alors, on a pris des gens qui étaient là depuis au moins 3 ans, mais qui ne répondaient pas aux critères de régularisation. Et on leur a aussi demandé s'ils avaient l'intention de rester.
Ça a été une population très difficile à recruter et c'est celle qu'on a perdue aussi le plus au cours du temps. Comme ils étaient plus précaires, ils sont aussi plus repartis ou n'ont pas voulu répondre à nos sollicitations pour les vagues successives. Donc, en termes de comparaison, groupe de contrôle et population d'intérêt, on est dans quelque chose qui n'est pas très propre du point de vue des standards usuels, certainement. Et vous avez vu nos tailles d'échantillons aussi, hein, dans la durée, ça devient difficile. Effectivement, quand on compare ensuite les hommes, les femmes, selon les statuts, on arrive dans des groupes petits. Néanmoins, c'est une base de données probablement unique à l'échelle européenne. J'aurais une question par rapport aux langues. Comment le questionnaire était en français? Mais il a été aussi administré, il a été traduit et administré en espagnol, en italien, en anglais, kosovar. Je crois que c'est tout. Donc, on a eu à chaque fois des armées d'étudiants, hein. Il y a eu un travail énorme, mais ça a été une formation, enfin, ça a formé aussi pas mal de nos étudiants de master qu'on a intégrés sous différentes formes de stages ou dans des ateliers de recherche et qui nous ont aidés à récolter les données, puisque tous les questionnaires ont été remplis face à face. Mais ça a été un gros effort. Et en temps de Covid, encore plus, hein. On a commencé sans le Covid. Et puis après, il y a eu le Covid. On a fait une partie des entretiens à distance. Mais puis la crainte aussi. Enfin, c'est une population difficile, hein. En même temps, un intérêt chez certains, ceux qui sont restés, il y a un vrai intérêt. Il y a voilà, la volonté de témoigner aussi, de savoir qu'est-ce qu'on fait de leurs données. Donc, c'est aussi important. Oui. J'aurais une question par rapport au parler de l'impact du Covid et je me demandais si vous avez des informations sur le Covid. Sur l'espace, oui, ça posait la question du confinement, mais c'est par rapport à le travail. Alors, on a récolté des données une fois fin avril 2020. Là, on était réactifs. On a fait ça en ligne, évidemment. On avait un plus petit échantillon, mais on sentait bien que c'était. Alors, plus de la moitié ont perdu leur emploi, hein, et donc n'avaient plus aucun revenu. Et du jour au lendemain, donc sans que leurs employeurs non plus se sentent aucune obligation envers eux. Il y a eu une ambiguïté sur le fait que à ce moment-là, l'Hospice général, les autorités ont annoncé qu'ils pourraient avoir accès aux ressources mises à disposition, mais cette population a tellement internalisé le fait qu'elle ne doit dépendre de personne, qu'elle ne doit rien demander, qu'en fait, dans les entretiens, ils nous ont dit non, mais moi, j'ai pas été chercher l'aide, même s'il y en avait. J'ai dépendu de mes amis qui pouvaient me prêter de l'argent au début. Puis après, ils sentaient bien que leurs ressources diminuaient de plus en plus. Et puis, c'est pour ça que sur pas mal de nos variables, on voit qu'en vague 3, les ressources économiques ont diminué, la satisfaction a diminué. Enfin, c'était vraiment une période de grande incertitude et probablement qu'un nombre non négligeable d'entre eux sont rentrés à ce moment-là. Et ça, c'est l'autre chose, c'est qu'idéalement, on devrait pouvoir suivre aussi ceux qui rentrent. Et ça, on n'a pas encore réussi à mettre en place. Mais c'est ça, hein, ce serait des trajectoires, vraiment, si on voulait être dans une perspective du parcours de vie dans son entier, on devrait suivre les gens dès le moment où ils partent. Et puis, ça pose aussi toute la question de cette population-là d'arriver à l'âge de la retraite. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on rentre? Et les choses ne sont pas claires du tout pour. Encore une question en ligne. Je pose la question. La satisfaction de la vie, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'elle soit aussi élevée, parce que si on les juge, enfin, et c'est ça, c'est aussi une manière de questionner nos propres lunettes, nos propres perspectives, parce que si on considère que la satisfaction de la vie, elle dépend de notre revenu, de notre intégration sociale, etc., de notre regard, ces gens-là sont vraiment dans des conditions très difficiles. En fait, eux, leur perspective, leur évaluation de la satisfaction de la vie, elle se fait par rapport à d'autres critères. Elle se fait par rapport à ce qu'ils ont réussi à faire, par rapport au fait qu'ils entretiennent leur famille mieux que s'ils étaient restés au pays. Donc, c'est l'intérêt on a aussi posé la question, hein, si
justement, ils évaluaient leur satisfaction de la vie comme celle de la population suisse ou celle du pays d'origine. Enfin, on a essayé de croiser ces éléments-là parce que leurs modèles de référence ne sont pas les nôtres. Et ça pose la question justement aussi là, quand on a vu pendant le Covid qu'ils refusaient de demander de l'aide, c'est des messages importants pour les autorités publiques aussi, de se dire, il suffit pas de dire on va vous aider, il y a d'autres barrières, il y a d'autres freins et on doit trouver d'autres moyens d'accéder à ces populations-là et aussi c'est pas parce qu'ils nous disent qu'ils sont satisfaits de la vie qu'on doit s'en contenter. Évidemment pas en tant que pays qui accueille, mais on doit comprendre ces décalages pour après arriver à trouver des moyens de les intégrer et de leur offrir des conditions de vie qui soient plus acceptables. Parfait, donc on arrive au bout de cette présentation. Merci encore. Merci.